On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Avec l'hôte du jour, on va parler médecine d'urgence. L'hôte du jour, c'est Mathieu Langlois. Bonjour Mathieu, Bonjour Audrey. comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Ravi de te recevoir ici. C'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Mathieu Langlois, j'ai 55 ans. Je suis papa de 4 enfants et je suis médecin. Je suis anesthésiste réanimateur, ça c'est ma spécialité. Voilà, et puis j'ai un parcours un peu atypique, en tout cas riche humainement, et c'est ça qui m'intéresse de transmettre. On va revenir justement sur ton parcours. Donc, tu es médecin, anesthésiste, réanimateur, comme tu viens de le dire. Pourquoi avoir voulu devenir médecin? Alors, ça remonte à assez loin dans mon enfance. En fait, j'ai navigué entre pompiers, je voulais être secouriste de haute montagne, gendarme. Enfin, j'ai un peu alterné toutes les désirs des petits garçons. Et puis, en fait, ce qui m'animait, c'était principalement le secours à la personne, donc la médecine d'urgence. Enfin, et puis, quand tu es jeune, bah, tu connais rien. Mais ma mère m'a un peu aiguillé. J'ai failli faire une carrière militaire et puis des choix ont fait que finalement je me suis inscrit en médecine. Pour au départ faire de la médecine d'urgence qui n'existait pas, c'était pas une spécialité quand j'étais jeune médecin. Donc la voie royale pour l'urgence, en tout cas pour l'urgence grave, c'était l'anesthésie-réanimation. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi l'anesthésie et réanimation. Puis à force de faire des stages, de découvrir toute l'envergure du métier, ben après tu fais des choix professionnels. J'ai toujours essayé, en plus de découvrir plein d'expériences différentes. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Et justement, là, tu as dit plein de choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin anesthésiste réanimateur? S'il faut les résumer, l'anesthésie-réanimation, alors on peut s'occuper de plein de choses, à la fois, alors la partie anesthésie, c'est surtout bloc opératoire, mais il y a aussi tout l'accueil du blessé grave ou du malade grave aux urgences, toute la partie réanimation, même s'il y a d'autres spécialités maintenant qui exercent dans ces services-là. Il y a toute la partie prise en charge de la douleur, il y a aussi une partie de management, et en particulier de management de crise maintenant, où les anesthésistes réanimateurs se sont spécialisés là-dedans parce qu'ils ont une vision qui est quand même assez globale sur ce qui se passe dans un hôpital. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, enfin je pense que c'est ce que je retiendrai et ce que je dis à des jeunes médecins, c'est que c'est une spécialité où on est vraiment là pour rassurer une équipe. Aussi. Et dans l'équipe, évidemment, il y a le patient, le blessé, sa famille. Et je pense que l'anesthésiste réa, il a cette lourde responsabilité. C'est d'être peut-être dans la spécialité médicale, celui qui a le plus d'obligations de rassurer, y compris dans des moments difficiles, avec des décisions parfois difficiles. En tout cas, c'est ce que j'aime dans mon métier. C'est donc un métier assez humain, pour pas dire très humain. Et ça te ressemble? En tout cas, j'ai essayé de l'exercer d'une manière qui me ressemblait. Après, il y a plein de manières de l'exercer. En tout cas, moi, j'ai essayé d'être cohérent. Voilà. Parce que dans ton livre sur lequel on va revenir après, il y a une petite anecdote qui m'est venue, que j'ai lue plutôt, où il y a quelqu'un qui dit Docteur Langlois, il est froid, mais c'est sa manière de vous faire confiance. Je crois que c'est une phrase. Je sais pas qui a dit ça, mais oui, on me l'a souvent dit, que je pouvais paraître froid. Après, ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis pas si froid que ça. mais c'est vrai qu'en apparence, je rigole pas beaucoup. Voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard plus que par
euh, puis chacun, on est libre de s'exprimer comme Bien on veut. sûr, bien sûr. Donc moi, je sais que je peux paraître plutôt froid de prime abord. Mais ça, et je pense que alors c'est ta question, c'est que je sais en jouer aussi pour rassurer. Voilà, c'est plus ça que tu as voulu. Ouais, parce que C'est c'est l'anecdote, elle m'a fait rigoler. c'est là où tu veux m'emmener. Mais justement, tout à l'heure, tu disais que tu voulais devenir militaire. Pourquoi t'as pas choisi cette voie-là? Parce que il y a des valeurs militaires qui me plaisaient beaucoup et il y a d'autres choses qui me plaisaient moins. Et Qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te mais plaisait moi, moins? j'aime beaucoup l'autonomie, une forme d'agilité. Alors, certains pourraient dire un peu de liberté que je retrouvais pas dans le modèle militaire tel qu'il m'était présenté. Même, c'est pas une critique du tout. Hein, c'est que à l'époque, en plus, quand les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a pas encouragé. En tout cas, je me suis pas retrouvé dans ce modèle-là. Mm, mm, mm. Euh, et, euh, et Et puis j'avais rencontré aussi des officiers qui m'expliquaient voilà, quel était leur parcours. Et moi, ce qui m'intéressait, alors je vais être très clair avec toi, c'est-à-dire la guerre ne m'intéresse pas du tout. J'ai même assez horreur de ça. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le secours. Et donc je voulais être gendarme de haute montagne. Bon, c'était une vie, c'était entre guillemets une une toute petite partie d'une carrière militaire. Et, euh, et donc, voilà, je me suis dit non, je vais faire médecine pour ensuite faire du secours en montagne ou ailleurs. Et puis, c'est ce qui m'a amené au raid. Mais justement, après, on va revenir sur ta carrière au RAID, ton passage. Est-ce que tes parents, ils exerçaient en tant que médecin ou Non, c'est moi, mon père, c'était une maladie imaginaire. C'est peut-être aussi pour ça que je voulais faire médecine. produit de son Tu... environnement? Non, non, je plaisante, mais mon père aurait rêvé d'être médecin. Ah, Mais il n'a pas du tout fait cette carrière-là. mais est-ce qu'il te l'a exprimé son souhait Ah ben, oui, mais je pense qu'il était plus fait pour être patient que médecin. et ta maman non, donc non plus, Non, pareil. pas du tout. Ok. Donc c'est pas familial, c'est vraiment. Enfin, vu que ton père il voulait être médecin, peut-être Après qu'il t'a. alors, mais les deux, hein, mais ma mère, ça c'est sûr, elle m'a beaucoup transmis ses qualités humaines qui font aussi le médecin que je suis maintenant. Donc, c'est pas les compétences techniques, non, c'est sûr que c'est pas mes parents qui me les ont. Ou le goût pour la partie technique de mon métier, ça, c'est pas mes parents. Après, pour l'humain, c'est très probable qu'ils m'ont influencé sans me le dire. Hum, 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 hum. Très Et bien, puis le reste donc. de la famille aussi, hein, c'est pas que Ah oui. c'est pas que les parents. Et très bien, on va revenir justement sur ce que tu disais, le passage au RAID. Dans ton livre, que je vais montrer ici, donc Médecin du RAID, T'as mis, sorti en 2017 avec la collaboration de Frédéric Ploquin. Donc voilà. t'as mis un certain nombre de post-it. Oui, oui, ils ont l'habitude. Ah bon, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que on va commencer par là. Page 100. Tu dis, j'étais aux urgences de Lille, pardon, le jour où un policier du RAID, prénommé Alain, est arrivé après l'assaut mené contre ce que l'on a appelé le gang de Roubaix. Donc le 29 mars 96. Je m'arrête là. Est-ce que le fait d'avoir vu euh, un médecin du RAID à ce moment-là, c'est ce qui a conditionné le fait de pouvoir après, plus tard, y Pas du aller? tout. Non. C'est un concours de circonstances? Ouais, complet. En plus, alors le médecin en l'occurrence, qui s'appelle Didier, que je connais très bien, je le connaissais avant Ok. cette histoire-là. Les liens avec le raid, il y avait, je travaillais, je prenais pas mal de gardes au SAMU 92 et il y avait eu l'histoire de la maternelle de Neuilly. Donc là, moi, je voyais ça du côté SAMU, mais évidemment, j'avais eu accès à pas mal d'informations sur la manière dont ça s'était passé. Je connaissais ce médecin-là qui était un des médecins à l'origine de la création du groupe médical. Et donc je l'ai revu, mais c'est vraiment c'est un hasard de la vie que on soit croisés. Puis je crois qu'à mon avis, on n'en a jamais parlé, mais je suis même pas sûr qu'il se souvient
Il était tellement dans le dur et moi j'étais jeune interne, donc voilà. Mais en tout cas, on se connaissait déjà très bien à l'époque. Euh, J'avais été son externe il y a quelques années avant. Ok. Eh ben écoute, non, j'ai trouvé l'anecdote assez intéressante parce que tu intègres Mais juste. alors oui, c'est peut-être, il y a jamais un hasard complet, mais pour moi en tout cas, ça n'a pas le lien. Hum, 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 hum. Peut-être il y en a un, mais tu ne le sais pas. Alors là, t'es psychiatre, hein. Non, pas du tout. Non, mais comme tu dis, il n'y a pas de hasard parce que tu intègres le raid justement 10 ans après, en 2007, il me semble. Oui, oui, non, mais je suis certain, enfin en tout cas consciemment, c'est pas parce que à Lille, Ouais, ouais. j'ai croisé, mais de mon côté médecin, ces gens-là, que ensuite la vocation, je suis pas, c'est peut-être pas c'est le mot est fort, mais en tout cas, c'est pas ce qui a guidé mon choix. Mais justement, tu rentres au raid. Donc, le raid, on rappelle, c'est recherche, assistance, intervention, dissuasion. Donc, police d'élite. Euh, C'est, alors moi, j'aime pas le terme élite. Je sais pas toi, mais bon, en tout cas, c'est comment c'est présenté. oui, oui, mais non, mais en tout cas à l'époque, c'était l'unité d'intervention de la police nationale qui est spécialisée sur la gestion de crise, le contre-terrorisme. Euh, voilà ce qui est pour moi et ce qui est toujours d'ailleurs le REN. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as bien fait de le souligner. Non, mais élite, je sais pas ce que ça veut dire élite. Il n'y a pas de souci. Donc, tu intègres en 2007. J'aimerais savoir comment on intègre justement le pôle médecine du RAID. Eh ben, par des rencontres. Par des rencontres. Alors, moi, j'ai été approché par quelqu'un avec qui je faisais beaucoup de sport, qui était un des patrons du RAID. Enfin, et donc, c'est plus par le sport et par les liens humains, Qui s'appelle Amaury de Hautloc, Ok. euh, qui m'a dit que ça, éventuellement, mon profil l'intéressait, qui cherchait des médecins. On a pris beaucoup de temps pour... ça s'est pas fait ça s'est pas fait en 5 minutes, loin de là. Euh, et donc, à l'époque, c'était le mode de sélection, parce qu'on parle de sélection et pas de recrutement. Euh, voilà, pour moi, il a été plus d'être adoubé par d'abord un chef, puis une équipe. Ça s'est fait comme ça, sur à la fois un parcours médical qui correspondait à ce qu'il recherchait, et puis, j'espère, aussi un profil humain, un parcours humain. En tout cas, après, moi, quand j'étais médecin et quand j'étais en charge des médecins du RAID, c'est comme ça que j'essayais de recruter les bonnes personnes. Et on va revenir justement sur le processus de recrutement. Et ce qu'il faut dire, c'est que on va dire le pôle médical, il a été créé en 94, il me semble. Ouais. Après, justement, après en fait, l'affaire de Neuilly, donc c'est 95, 93, je 13. crois. Ouais. Ouais, tu vois, tu couperas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est juste après l'histoire de la maternelle de Neuilly, où il y a eu une réflexion qui a été poussée pour dire il faut qu'il y ait des médecins qui soient complètement intégrés, ça veut dire beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément le temps de détailler, mais le médecin, donc Olivier, qui a monté le groupe médical, à ce moment-là, s'est appuyé sur une réflexion et qui était à cette époque une évidence. C'était il fallait que le RAID, vu son engagement, puisse disposer de ses propres médecins pour assurer toute la partie sanitaire, secours, organisation des secours. Après, on l'a fait vraiment évoluer en fonction malheureusement des différentes missions et différentes expériences qu'on a eues. Parce que oui, effectivement, en processus de recrutement, ce que tu dis dans ton livre, c'est que, donc je vais lire un petit peu, on n'entreprend en un clin d'œil dans une unité comme la nôtre, on manquerait de respect à ceux qui ont souffert pour venir et concrétiser leurs rêves. Et après, tu dis, personne n'ignore que les épreuves que l'on impose à un candidat désireux d'intégrer le RAID sont particulièrement éprouvantes. Je conseillerais même aux candidats d'en avoir peur, de les appréhender pour donner le meilleur d'eux-mêmes le jour J.
Nous recrutons toujours en fonction du profil recherché et les tests sont adaptés à ses attentes, si bien qu'ils changent d'une sélection à l'autre. Ce qui m'a frappé au cours des séances de recrutement auxquelles j'ai assisté, c'est qu'il ne faut pas 10 jours pour se faire une première idée sur un postulant. Très vite, on repère les meilleurs et ceux qui rentreront chez eux. Ouais. Alors là, je parlais des sélections des policiers, pas des médecins. Ok. D'accord. Parce que, évidemment, les sélections des médecins, pour plein de raisons, on ne peut pas les pousser autant pour celles des policiers. Et puis, c'est pas nécessaire. Mais on s'en est, évidemment, quand on a monté on a fait évoluer la manière de sélectionner les médecins, on s'est inspiré des sélections des policiers en les allégeant un petit peu parce que nous, les critères, on va dire, rien que déjà que physiques, sont moindres. Ils existent. Hein, il faut des médecins qui soient en très bonnes conditions physiques, mais sans pousser autant. Mais là, il y a un piège parce que, en fait, les gens, enfin, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que souvent, on fantasme un peu le recrutement en disant on va les pousser à bout sur des tests physiques extrêmement durs. Oui, ça fait, entre guillemets, c'est un peu ce qu'on voit à la télé, mais c'est pas la vérité. Il y a ça, il y a cette partie-là, y compris pour les médecins. Mais pourquoi on les pousse à bout? C'est pour voir ce qu'ils ont au fond d'eux, mais non pas physiquement. C'est ce qu'on va chercher, c'est les ressorts psychologiques, leur capacité à décider dans des situations particulièrement difficiles, alors que physiquement, ils sont poussés à l'extrême, qu'il y a énormément de contraintes, de stress. Et c'est là où on va essayer de voir finalement qu'est-ce qu'ils ont. On va dire, c'est simple, hein, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Alors en fait, c'est le ventre et le deuxième cerveau. Mais non, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau, capables, alors qu'ils sont dans les pires conditions, de nous rassurer, de prendre des décisions. Et ça, c'est valable qu'on soit médecin, négociateur, à l'effraction, tireur, haute précision. Enfin, et c'est ce qui fait la cohésion du collectif, c'est qu'on a tous cette exigence au moment des sélections, c'est d'avoir un peu ce profil-là. Et après, il va falloir faire travailler tout ça ensemble. Et quelle qualité il faut pour être médecin du RAID? Bah, je viens de te donner un peu une clé. Il faut des compétences techniques, c'est-à-dire il faut être un médecin qui a l'expérience de... je vais être assez basique, c'est de l'hémorragie grave. Voilà. Il faut qu'il ait une expérience de comment s'organisent les secours en dehors de l'hôpital. Donc il faut qu'il ait travaillé chez les pompiers, au SAMU. Ça, c'est, on va dire, c'est la base, mais ça suffit absolument pas. Et donc après, on va prendre tout un tas de médecins qui ont ce profil-là, mais on va les pousser dans leurs retranchements pour voir ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Et est-ce qu'ils sont capables de prendre le lead quand la situation l'exige? C'est-à-dire, le lead, c'est d'arriver en étant intégré dans un dispositif qui n'est pas un dispositif médical, ce qui est pour un médecin dur, hein, parce qu'on est habitué, nous, à l'hôpital ou en SAMU, le médecin, c'est le roi. Hein. Il n'a pas à se poser de questions. Au RAID, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut qu'il soit légitime, mais pas sur son statut, sur ce qu'il est au fond de lui, ce qu'il incarne, la manière de décider, la manière de rassurer. Et c'est ça c'est ça que j'aime, et c'est aussi comme ça que je vois mon métier d'anesthésiste au quotidien. Donc, tu étais médecin du RAID, en parallèle, tu étais médecin. Ouais, tous les médecins, ça c'est la vraie, la vraie chose quand Olivier justement a créé le groupe médical. Je pense que ce qu'il a fait de très bien, c'est que il fallait que les médecins travaillent à la fois au RAID et en même temps dans différents services à l'hôpital ou en SAMU, parce qu'il faut les deux. Faut passer beaucoup de temps au RAID pour s'entraîner, et beaucoup de temps, et puis pour s'entraîner, pour être complètement intégré. Mais aussi, il faut continuer à garder son activité de médecin, et la pratique médicale, elle est indispensable. Et ce sera, si on parle du Bataclan, c'est impossible d'être efficace dans un environnement comme celui du Bataclan si tu vas plus à l'hôpital, enfin si tu vois plus des blessés. Et justement, tu rentres au RAID en 2007.
Quelle a été la réaction de tes proches? Parce qu'il y a le raid, on parle de mission à risque. Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils sont... Alors, je sais pas, il faudrait que tu demandes à mon ex-femme, mais je pense pas. Et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est qu'on a. Alors d'abord, c'était avant la période de tous les attentats 2012 à 2015 et après. Donc je pense que et moi et elle, on se rendait pas forcément euh, pleinement conscience de l'engagement que ça pouvait être, ou que ça allait être. Ce qui a été le cas quand j'ai essayé de recruter. Il y avait un jeune médecin que je voulais absolument recruter, qui était le profil parfait, sauf que lui venait d'être jeune papa. Je me retrouvais à travers lui, mais quelques années avant, sauf qu'il y avait les attentats qui étaient passés par là. Et je pense sa femme lui a dit c'est hors de question. Ce qui aurait probablement été le cas en 2016 ou 2017 si on avait demandé à ma femme si elle était d'accord. Bien sûr. Je pense qu'elle aurait dit non. Ce qui est normal. Et là, c'est pas possible. Ce qui est normal, c'est vrai que vous n'avez pas pu anticiper ce qui Mais allait se passer. après, elle a été. Je pense évidemment que on a divorcé, hein, mais je pense ça n'a pas été facile pour elle, ça c'est sûr. Mais qu'elle était. Je pense elle savait que j'étais pas un fou furieux du tout. Et elle savait parce que je lui racontais que j'étais en confiance totale dans un collectif, dans une organisation qui était parfaitement calme et sereine. C'est pas des va-t-en-guerre du tout, du tout, du tout. On va revenir justement sur quelques affaires marquantes que tout le monde connaît. Donc déjà, la première, c'est Mohamed Merah 2012. Tu dis dans ton livre, je vais citer, je me souviendrai toute ma vie de Mohamed Merah, pourtant atteint par au moins 5 balles surgissant à toute vitesse sur le balcon. Ce n'était pas la première fois qu'on le voyait quelqu'un déjà ciblé d'impact létaux venir à notre contact, mais nous en avons tiré quelques leçons supplémentaires comme nous le ferons après. Donc on peut revenir justement sur ton rôle à toi lors de cet attentat et le fait qui t'a... Bon, là je viens de donner un fait marquant, mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué par rapport à ça? Ah bah il y a beaucoup l'affaire on appelle ça nous l'affaire Mohamed Merah. Alors certains ont dit que c'était l'an zéro du terror. J'ai entendu des patrons dire ça. Moi je suis pas du tout d'accord parce il y a eu Roubaix, Et Roubaix Saint-Michel. il y a eu les attentats. Mais pour le raid, il y a eu plein de situations. En particulier Roubaix a été très marquant pour le service. Donc il y a une évolution. Et oui, il y a eu une prise de conscience sur plein de choses, sur la négo, sur l'organisation des secours. On a fait beaucoup évoluer notre doctrine médicale après Toulouse en 2012. Mais on partait pas de rien. Les médecins qui étaient là avant moi et puis avec qui j'ai travaillé, ils n'ont pas rien fait jusqu'à 2012. Donc on va juste rappeler, excuse-moi Mathieu, juste pour le gang de Roubaix, on va rappeler que c'est le premier gang, on va dire, islamiste qui a frappé en France en 95. Et justement, le raid intervenu dans un immeuble où il y a eu un échange de coups de feu. Et il disait que c'était la première fois qu'il y avait un échange qui durait aussi longtemps. Ouais, et puis ils ont utilisé le feu aussi. Donc on a vu plein de contraintes. On a eu des blessés. Le médecin s'est retrouvé seul, isolé, donc dans ce qu'on appelle la zone rouge. C'est la zone où la menace est telle qu'il n'y a pas d'autres services de secours. Et toutes les réflexions qu'on a eues après viennent de les échanges que j'ai eus en particulier avec Didier, donc le médecin qui était à Roubaix, sur comment comprendre cette zone-là, comment nous s'engager dans cette zone-là et organiser les secours. Et puis, il y avait pour un blessé, plusieurs blessés. Et puis après, il y a ce qu'on a anticipé pour 2015 et qui nous a permis justement d'avoir en tout cas un temps d'avance dans notre préparation, dans l'anticipation de ce qui allait arriver. Mais tout ça vient d'une évolution faite de plein d'échanges entre nous, différents médecins, même à l'étranger. Voilà. Et donc, oui, mais l'affaire Merah, elle m'a beaucoup marqué sur le plan professionnel. Après, sur le plan humain, évidemment, on commençait à comprendre qu'on allait de plus en plus être plongé dans l'horreur.
Donc on sentait que voilà, évidemment, moi je voyais l'impact que ça pouvait avoir dans le pays. Euh, et donc ça a aussi ça a augmenté l'exigence qu'on avait dans notre préparation. On se disait, on a une vraie responsabilité et il faut se donner les moyens. Mais justement, vous êtes combien de médecins au niveau du RAID? Alors, il faut savoir qu'en 2012, le RAID, c'était encore ce qui est maintenant l'échelon central. Et il y avait les GIPN, la BRIPP, tout ça. Et on travaillait tous ensemble sous une bannière qu'on appelait la Force d'intervention de la police nationale, donc la FIPN, qui est née un peu à cette époque-là. Poussée, ça c'est la vision d'Amaury de Hotlock, qui voulait justement tendre vers un seul et unique service, ce qui est devenu le Grand Raid maintenant. Alors, bon, il y a mis à part la BRIPP, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir plus qu'un seul service d'intervention, non pas d'élite, mais d'intervention spécialisée, avec une coordination et la même exigence. Enfin, tout ça me paraissait d'une logique totale. Et donc, à ce moment-là, sur Toulouse, c'est uniquement les médecins de l'échelon central, ce qu'on appelle l'échelon central. Donc là, on était 6 médecins. Et ils sont toujours 6 médecins. Mais en 2012, toi, tu es médecin-chef. Alors, à fin 2012, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mon prédécesseur quitte après l'affaire Mera. Et donc, moi, je suis nommé, je ne sais plus à quelle période, mais avant l'été 2012. De médecin-chef, et en quoi consiste ce rôle de... Rien du tout. Je vais avoir plus d'emmerdes, un tout petit chouïa de plus de responsabilité, mais ça a aucun intérêt. Alors, sauf que, comme on était dans la création du Grand Raid, ça a eu un intérêt, je pense, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'était d'être celui qui va porter une stratégie pour essayer que l'ensemble des médecins, y compris dans les antennes, travaillent tous ensemble, de faire un service médical unique dont le médecin-chef est le responsable. Ça n'a pas été simple. Ça, en soi, c'est la responsabilité du médecin-chef. Mais sinon, au quotidien, c'est que dalle, parce que c'est des grands garçons qui sont totalement autonomes et qui n'ont pas besoin de chef. D'accord, très bien. Deuxième affaire marquante, l'affaire de l'hypercachère. Oui, en fait, on se prépare au retour de 2012, donc de l'affaire Mera, on se prépare et là, on monte vraiment d'un cran notre exigence dans notre préparation pour pouvoir faire face à ce qu'on va appeler les tueries de masse. On arrive donc de janvier 2015 avec le 7 janvier, donc l'affaire, la tuerie de Charlie Hebdo. Et puis là, 2 jours de traque et qui se termine le vendredi après-midi, donc à l'hypercachère. Et donc là, ce que tu disais, c'est qu'en 2012, déjà, par rapport à la Mera, vous savez qu'il faut se préparer à, en gros, le fait qu'il y a un contexte qui arrive au niveau des attentats. Donc 2015, vous avez ça à l'hypercachère. Donc toi, tu étais médecin-chef, tu encadrais l'équipe. Et après, justement, fin d'année, là on était en janvier 2015, fin d'année, il y a le Bataclan, 13 novembre 2015, donc il y a de ça 10 ans, et qu'apparemment c'est celle qui t'a le plus marqué. Alors, c'est pas... en tout cas, le Bataclan, professionnellement, en tant que médecin, c'est pas que ça m'a le plus marqué, c'est là où notre action a été la plus importante. Notre engagement a été le maximal. Et c'était à ça qu'on se préparait. Donc oui, c'est l'affaire où je pense que les médecins du RAID ont montré... c'est pas que les autres l'aient pas fait, hein, mais on est monté d'un niveau en termes d'intensité et d'action des médecins dans l'organisation des secours. On parle des secours sous la menace. Parce que justement,
t'en as fait quasiment, c'est le fil conducteur du livre que tu as fait, en fait, le Bataclan. Parce que quand on le lit, Je parle pas que du oui, Bataclan. Hein. bien sûr, mais c'est le fil rouge. C'est, ouais. 90% quand même. Ah non, non, non. Ah. Non, c'est allez, 60%, si je suis honnête. Faut que je le relise, hein, mais 60%, Je- moi je j'irais un pense- peu plus, hein. bon, mais tu l'as lu, je pense, vu le nombre de post-it, tu l'as lu mieux que moi. Moi, je l'ai écrit, mais je l'ai pas lu. Franchement, il y a un peu plus que 60%. Hein. Bon, mais non, ce qu'il faut dire, c'est que oui, le Bataclan, enfin le Bataclan, expliquer le rôle des médecins, le rôle, et alors attention, pas que des médecins, Bien parce sûr, bien sûr. que il y a tous les services de police, la BAC, les policiers du commissariat, c'est un peu tout ça que j'ai raconté à travers donc cette nuit d'horreur du 13 novembre, mais pour que ce soit plus intéressant, enfin c'est pas que c'est pas intéressant, mais je voulais que ce soit pour que ce soit pas trop dur. L'idée, ça a été d'intercaler des chapitres où je raconte aussi le pourquoi on s'engage au raid en tant que médecin, comment un médecin s'entraîne sur les parties plus, on va dire, tactique et intervention. Quel est son rôle quand il est intégré à la colonne? Quels sont les liens humains qu'il crée avec les policiers? Je trouvais ça très intéressant, Voilà. parce que tu parlais Donc de préparer c'est pas uniquement un récit Ouais, c'est vrai. froid du Bataclan. C'est vrai, j'ai trouvé ça intéressant, justement, c'est les parties en italique. Tu disais, justement, Manu, qui est un autre médecin, et toi, vous préparez mentalement à vivre des événements, enfin des moments comme celui-ci. Nous sommes faits du même bois que les autres, ni plus solides ni plus forts. Notre seule particularité, et elle est décisive, c'est que nous sommes entraînés. Alors, je sais pas des autres, non. Je parlais des autres médecins, Ah, je Je sais sais pas. C'est toi qui as écrit, hein. Non, il va falloir que je le relise. J'ai dû écrire des bêtises. Non, non, mais bon, alors je sais pas qui sont les autres, mais je pense que oui. En tout cas, ce qui est sûr pour les médecins dont j'avais la charge, c'est qu'on avait un haut niveau d'exigence qu'on partageait. Et ça, on le partageait entre nous, et on le partageait évidemment avec l'ensemble du service. Et ça va du bonjour du matin jusqu'aux moments conviviaux qu'on partageait ensemble. Mais c'est vraiment un service où il y a énormément d'exigences qu'on ne voit pas parce que, encore une fois, moi, j'étais pas on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas là à faire tous les jours, tiens, au fait, est-ce que tu as fait ci, j'ai surveillé, t'as mal fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, si t'es pas exigeant, alors là, ça va mal se passer. C'est-à-dire que le contrat entre nous, c'est vraiment un contrat d'exigence qui est finalement presque plus dur qu'un contrat avec un planning, un emploi du temps, des listes d'activités à faire. Le contrat moral d'exigence, il est invisible, mais il est terrible, surtout avec les policiers du raid. Pour certains, ils sont pas là pour être sympas. Hein. Et ça, tu peux t'en douter, mais Oui. par contre, parce que si tu t'entraînes pas, si t'es pas, s'ils sentent pas qu'ils peuvent te faire confiance, ça va mal se passer et ils vont te le dire. Donc, voilà, 13 novembre, Bataclan. Donc, en tout cas, quand on lit ton livre, les chapitres, parce que tu mets 13 novembre, minuit 15 par exemple, on sent que la nuit, elle est longue. Très longue. Alors, je te rassure, elle est passée beaucoup plus vite que dans le livre. Ah. Parce que comme on était évidemment totalement concentré sur les actions qu'on devait réaliser, moi, je parle pas toute la nuit, mais en tout cas, les heures dans le Bataclan, c'est passé à toute vitesse. Et quel est le fait qui t'a le plus marqué, toi, cette nuit-là? Alors, mais c'est maintenant, comme tu as dit, on est pratiquement à 10 ans, donc j'ai du recul et j'ai eu le temps, j'ai écrit le livre, j'ai partagé, j'ai fait beaucoup de retours d'expérience en France, mais aussi à l'étranger. Donc, moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'impact psychologique, l'état psychologique des victimes, mais pas uniquement, aussi des policiers. Parler des policiers de la BAC, d'autres services. Je me souviens de l'état dans lequel ils étaient au début et du travail qu'ils ont réalisé. Et ça,
pour moi, ça a été le principal enseignement et aussi la clé de la réussite collective. C'est qu'ils ont réussi à sortir de cette sidération pour faire un travail complètement dément. Les victimes, elles ont réussi aussi à. Je parle pas des blessés graves, hein, ça c'était ce qu'on avait vraiment le plus anticipé, mais toutes celles qui étaient cachées, qui étaient dans des états psychologiques qu'on imagine très bien, ils ont accepté de nous écouter, ils ont accepté de nous faire confiance, de sortir, alors que la menace était toujours là, encore une fois. Et ça, c'est vraiment pour moi le, le principal enseignement que je garde. En tout cas, voilà, comme je disais, c'est le fil rouge du livre. Bon, il n'y a pas que ça, effectivement. Mais j'ai trouvé très intéressant tes chapitres en italique où justement tu expliques ce genre de choses, la préparation mentale, la préparation physique. Pas mal d'anecdotes, en fait, on en apprend un peu plus sur non seulement toi, tes compagnons, le raid. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais dans ton livre aussi, tu parles de Magnanville. Ouais, Justement. à la fin. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'étais en train d'écrire la fin du livre quand il y a eu l'attentat sur les 2 policiers et leurs enfants à Magnanville. Et justement, Magnanville, vous étiez parti juste parce que les 2 policiers, le couple est décédé. Et vous étiez là-bas pour sauver le petit enfant qui est ton homonyme en plus. Ouais, alors, quand on part, la femme, on y va pour une situation de crise, on part pour une prise d'otage. On sait assez vite que c'est probablement du terrorisme. Mais quand on part, au début, on n'a pas toutes les infos qui vont arriver. Voilà, et en particulier le fait que la mère sera assassinée devant son enfant. Ça, on l'apprend au cours de la soirée. Et justement, là, c'était les affaires marquantes, mais je vais revenir sur ton livre, ce que tu dis. Le RAID, c'est le Bataclan, bien sûr, l'hypercachère, Mera, Humain de Bombe, le gang de Roubaix ou les tribunaux de Nantes, des missions médiatiques. Mais la plupart des affaires, la presse n'en parle pas. Nous les prenons tout au sérieux. Et tu dis qu'il y a à peu près, chaque antenne du RAID est appelée en moyenne 35 fois par an pour interpeller des individus dangereux et 7 à 10 fois pour neutraliser un forcené ou libérer des otages. Euh, Déjà, quelle est la mission qui t'a le plus marqué, qui n'était pas médiatique? Et on va commencer comme ça. Le plus marqué, non médiatique. Non médiatique. Parmi. Parce que là, en gros, les affaires dont on parlait, c'est des affaires de Ouais. terrorisme. Mais Alors, là, humainement, parce que tu en as parlé, humainement, celle qui me laisse le plus de traces, entre guillemets, c'est le petit Mathieu de Magnanville, mais t'en as parlé. Après, c'est sûr qu'il y a, dès qu'il y a des enfants, c'est sûr qu'il y a une sensibilité qui est différente. Alors, pendant, non, parce qu'on est concentré sur notre boulot, mais c'est vrai que souvent, quand on y repense, il y a des émotions particulières. On est tous, au RAID, on est quasiment tous pères de famille. Et donc, forcément, quand il y a des enfants qui ont vu... alors, malheureusement, c'est souvent des histoires dramatiques, hein. Mais moi, c'est vrai que dès qu'il y a des enfants qui sont impliqués, voilà, ça laisse une trace un peu particulière. Et est-ce qu'il y en a vraiment une qui, parmi les non médiatiques, je dis, hein, qui t'a marqué plus spécifiquement? Je sais que si tu as le souvenir. Non, tu sais, j'essaie de pas penser à tout ça. Voilà, T'as raison. Oui, mais après, j'ai aucun problème à essayer de replonger dans ma mémoire, mais c'est le disque dur, quoi. Il est vraiment... Non, mais t'as raison. Mais tu restes au RAID jusqu'en 2021. Est-ce que c'est toi qui quittes le RAID et si oui, pourquoi? Alors, c'est moi qui quitte le RAID. Pourquoi? Parce que j'arrivais plus à faire avancer les projets qui me tenaient à cœur. Lesquels? Justement, sur le grand RAID, par rapport aux médecins, sur la coordination avec les pompiers. Il y avait beaucoup d'enseignements qu'on devait tirer de 2015
ça prend du temps. Mhm. Et pour plein de raisons, je pense que j'arrivais plus à impulser cette dynamique. Et donc, voilà, j'ai préféré partir. Mhm. Est-ce que, justement, quand on a vécu tout ce genre de choses, là, les affaires marquantes, les affaires non marquantes, mais celles avec les enfants, comment on s'en remet psychologiquement? Mais alors, moi, je t'en parle là librement parce que je crois que c'est le but. Mais il faut pas imaginer que je suis, tu vois, je crois pas être plus. Enfin, évidemment que ça impacte. Ça impacte sur l'homme que je suis, mais qui évolue avec tout ça. Voilà, je suis. Alors, certains vont me dire que je suis peut-être un peu dur, que. T'es froid. Là, j'ai... Ouais, enfin, je crois pas, mais bon. Euh, Sur certains aspects, oui, peut-être je suis froid. En tout cas, oui, j'ai un vécu qui m'a marqué et qui fait qu'on est. Je parle de moi, mais c'est vrai pour tous ceux enfin, avec qui j'ai travaillé. Mais c'est vrai aussi à l'hôpital, c'est vrai dans plein de domaines. J'ai quand même, je croise pas mal de gens où j'ai travaillé aussi dans différentes activités de secours et autres. Et on est marqué, on est marqué, mais pour moi, je pense que c'est un marquage, on va dire, qui est indélébile, oui, mais qui nous élève, qui nous fait grandir. C'est pas quelque chose qui nous, au contraire, qui est en tout cas, moi, je le vois pas comme un poids au quotidien. Qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche de profiter de la vie, d'aimer. Moi, moins je bosse, mieux je me porte. Et donc j'aime la vie facile, agréable, faite de plein de bonnes choses. Mais c'est pas pour ça que voilà, j'ai pas peur de me confronter à la difficulté de la vie non plus. Donc, euh, parce que je sais qu'elle existe et je l'ai vécue. Et donc voilà. Mais comment on s'en remet? Donc moi je dis toujours, je le tiens pas de moi, hein, mais je le tiens d'un psychiatre avec alors, que j'avais été voir parce que j'avais une copine qui m'avait dit tu m'inquiètes. Mais moi, j'étais pas inquiet, mais j'avais été pour voir si vraiment j'allais bien. Et le psychiatre m'avait dit au bout de je sais plus combien de séances, oui, oui, je suis pas du tout inquiet pour toi. Et il m'avait dit quelque chose, c'est que en fait, il faut, pour être le moins marqué par ces traumatismes, parce que c'est des traumatismes, il faut être honnête et ancré dans le réel. Et ça, je pense que c'est essentiel. Il faut être honnête dans la façon de se préparer, c'est l'exigence dont on parlait. Il faut être honnête dans la difficulté que représentent ces situations, toutes. On ne fait pas les malins. Il n'y a pas à parader, au contraire. Voilà. Et, euh, et honnête dans l'après, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le retour d'expérience, en tout cas la recherche des enseignements qu'on doit en tirer, et à titre perso, sur le plan humain. On a le droit d'avoir des failles, on a le droit d'être marqué plus ou moins, on a le droit d'avoir pris une mauvaise décision, d'avoir fait des conneries. Euh, mais mais voilà, on va s'en servir pour continuer à s'améliorer. Et en plus, si c'est fait au niveau d'un collectif comme le RAID, ça, c'est très puissant. Et c'est ce qui, enfin, encore une fois, je pense que je suis d'accord avec son analyse, c'est ce qui protège au mieux de ce qu'on va appeler le psychotrauma. Ça ne veut pas dire que ça peut ne pas arriver, hein, voilà, moi, c'était pour ça entre guillemets, je l'avais vu, pour être sûr que d'un regard un peu extérieur et professionnel, et voilà, ils me disent non, ça va, ou c'est à risque, ou ça va pas. Et il m'avait dit non, ça va. Bon, il m'avait dit aussi qu'il y a un moment, il faut aussi se reposer un peu. Bien sûr. Et ça, il avait raison. Mais, je pense que son idée de dire il faut être vraiment ancré dans le réel était la bonne. Hum, hum, hum. Là, en parlant, il y a un passage qui m'est revenu de ton livre. Tu dis, je ne vis pas dans l'attente permanente du coup de fil qui sonnera le rassemblement, loin de ces médecins que j'ai parfois entendu dire le plus sérieusement du monde, j'ai hâte que ça recommence. Ni comme ces pompiers rares, heureusement, qui attendent le grand jour, celui du grand feu. Ouais, parfois, je dis ce que je pense. Parce que j'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, j'ai hâte que ça recommence. Mais je l'ai entendu des centaines de fois, t'imagines même pas. Et je pense, c'est pas une critique, en fait, c'est que c'est un réel danger de rentrer dans ce. Alors, on a tous, c'est des métiers d'engagement, donc quand tu es jeune, tu veux
Quand tu es pompier, tu veux éteindre un feu. Quand tu es militaire, tu veux faire la guerre. Quand tu es policier, tu veux participer à une belle arrestation. Quand tu es médecin, tu veux, en tout cas quand tu choisis l'urgence et tout, tu veux euh, intervenir sur des cas difficiles. Voilà. On a fait ces métiers-là pour ça et c'est bien. Et donc l'engagement, il est indispensable. Et c'est pas du tout le sens de ma phrase. Mais en revanche, il y a un piège qui est d'élever ça au rang un peu du syndrome du sauveur. Je fais ça pour l'image que je vais avoir de moi-même, qui sera une image de sauveur. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça crée un vrai désordre. Confucius disait je me prépare au pire en espérant le meilleur. C'est exactement ça. Moi, j'étais préparé au pire en espérant que surtout il se passera rien. Et avec ce côté un peu qui peut paraître parfois même nonchalant. Je travaille beaucoup dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'un bon leader? J'aimerais bien savoir, mais c'est sûrement pas celui qui est tout excité en disant il faut absolument qu'on fasse appel à moi. C'est un peu ce profil-là qui existe, encore une fois. Je ne l'ai pas inventé. Ouais, après, moi, je vois ça comme étant quand même un niveau. En fait, j'ai deux sons de cloche. J'ai deux grilles de lecture. Il y a la recherche peut-être de l'adrénaline, mais en même temps, il y a aussi un niveau d'inconscience quelque part. Parce Mais que. t'as ça dans le sport extrême. J'ai un ami qui a écrit l'éloge du courage, qui s'appelle Gérard Guerrier, qui est très bien. Si tu... Et t'as ça exactement. Moi, j'adore le sport. J'aime aussi quelques sports extrêmes. Mhm. Et tu peux retrouver ça, ce comportement aussi dans les sports extrêmes. Il y a plein de comparaisons. Mais encore une fois, c'est dangereux. Alors, dans le sport extrême, là, on va vite le comprendre que c'est dangereux. Mais dans les forces de sécurité, dans les services de secours, c'est aussi très dangereux. Mhm, mhm, mhm. Et sans... alors en plus, l'actualité en ce moment sur l'anesthésie, je te laisse faire le lien, mais voilà, le pompier pyromane, ça existe. Donc le syndrome du sauveur, c'est très dangereux. Mais médecin, pompier pyromane, tu dirais quoi du médecin? C'est quoi le Ben, médecin? je lis l'actualité. Ah, ouais. C'est bon. C'est bon, t'as la Ah, c'est référence? bon. T'as la ref, comme on dit? C'est bon. Mais Mathieu, justement, tout à l'heure, c'était intéressant que tu parlais de psy, de trauma. Lorsqu'on on travaille, qu'on est intervenu dans ce genre d'affaires, comment se passent les nuits après? Mais encore une fois, moi, je suis pas. Encore une fois, la période après le Bataclan, pour des raisons qui ont aucun intérêt, ont été très difficiles pour moi. Très. Puis après, il y a eu plein d'autres choses qui ont interféré, perso. Donc, je vais pas te dire que j'ai toujours bien dormi. Ça, c'est faux. Mais c'est pas à cause par exemple, sur le Bataclan, j'ai jamais eu une nuit blanche en train de revivre et de revivre mal ce qui s'était passé. Ça, c'est sûr. Euh, j'ai eu parfois parce que je devais aller à l'étranger, faire des retours d'expérience, un réveil où je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, essayer de rassembler bien mes idées et tout ça. Mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que je le vis pas comme un traumatisme psychologique. Je le vis comme une expérience dramatique sur laquelle j'ai fait, et on a fait ensemble quelque chose encore une fois, on s'y était préparé, mais qui était unique. Et donc, il y a l'obligation d'en tirer tous les enseignements. Unique, ça ne veut pas dire que voilà, c'est super. Non, c'est pas du tout ça. C'est que il y a un devoir de témoignage et de transmission qui est indispensable. Mais c'est pas ce qui a habité mes nuits depuis 2015. Heureusement, sinon je n'irais pas bien du tout, je pense. Et tu as des collègues justement qui, eux, ont eu des nuits un peu plus difficiles ou au niveau psychologique, c'était un peu plus compliqué? Alors, alors au sein du RAID, la plupart avec qui je suis toujours en contact, j'ai pas senti du tout.
encore une fois, nous, on est vraiment à faire attention à ce qui n'est pas le syndrome du super-héros. Voilà, il faut être vigilant, peut y avoir des signaux faibles. J'en ai pas vu. Là, on est à 10 ans. Je pense qu'il y a des gens, je ne citerai pas, hein, mais je sais qu'il y en a qui sont pas marqués forcément par ce qu'ils ont fait ce soir-là ou ce qui s'est passé. Ils sont marqués par la très mauvaise gestion qu'il y a eu post-Bataclan. Il faut savoir valoriser. Enfin, et ça, je parle pour le RAID, mais je parle aussi, et ça va de certains patrons, je pense à un patron en particulier, qui était le numéro 2, à des policiers du RAID qui étaient avec nous au Bataclan, mais je pense aussi à tous les policiers de la BAC, du commissariat. Il faut savoir tout le travail de post-crise, qu'on appelle vulgairement rétex ou retour d'expérience. Dedans, il y a la reconnaissance et la valorisation de ce qui a été fait. C'est pas pour ça qu'il faut dire il n'y a pas des choses à améliorer, mais il faut déjà que nos chefs disent ce que vous avez fait, on le reconnaît, voilà, on le valorise comme ça. On sait ce que vous avez fait, on vous remercie de l'avoir fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas la course aux médailles. Il faut pas que ce soit ça du tout. Tu t'es pas senti considéré? Mais moi, c'est pas là, je parle pas pour moi, je parle pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Et je pense que ça, malheureusement, ça a laissé des grosses failles. Et ça, alors là, c'est sûr. Ah bah oui, j'imagine. Ah mais et là, il y a un vrai problème. Et est-ce que le fait d'intervenir comme ça, t'as déjà eu peur? Ah bah, ouais, quand je suis rentré au Bataclan, j'ai eu peur. En plus, toi, vous entendiez en plus les. Non, mais moi, en plus, je suis médecin, donc t'imagines bien que, encore une fois, je t'ai dit au début que la guerre, c'était pas mon truc. Les armes, même si on est entraîné, même si j'avais aucun problème avec les armes, l'explosif, tout ça, parce qu'à force de m'entraîner, maintenant, je suis quasiment insensible au moindre pétard. Mais d'ailleurs, je m'inquiète. Mais c'est une différence. Elle a peut-être raison, ta copine, d'être inquiète. Non, mais je bouge jamais. Je bouge jamais. Et je bouge pas. Dès qu'il y a un truc qui pète, je bouge pas. Mais ça, c'est mon cerveau, c'est habitué. Mais c'est pas pour ça que j'aime les armes. Donc moi, quand je rentre au Bataclan, quand on rentre en tant que médecin. Moi, je suis là pour soigner. Aller me confronter à la menace, c'est pas du tout. J'en ai pas peur parce que je suis intégré au sein d'une équipe de grands professionnels qui va aussi assurer ma sécurité. Je suis pas débile, je sais où me positionner dans la colonne. C'est-à-dire que je vais pas, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est pas le médecin ni le patron qui rentre en premier. C'est des mecs dont c'est parfaitement le métier. Et donc, par contre, oui, je suis derrière et je vois les corps. Je sais, on entend des policiers qui nous disent planquez-vous, ça tire au coin de la rue. Alors que ça, moi, en plus, on a des cas. Enfin, tout ça et on est dans le chaos et dans l'incertitude totale. Donc, oui, à ce moment-là, j'ai une phrase qui m'a traversé le cerveau, c'est je sais pas ce qu'on fait là. Et ça, c'est l'expression juste de ma peur. Pourtant, je l'ai fait en exercice des dizaines de fois, des centaines de fois. J'ai déjà vu des scènes dures, j'ai déjà vu des situations avec usage avec des échanges de tirs. Et donc, là, je suis certain que j'ai eu peur à ce moment-là. Sauf que ça a duré une fraction de seconde et on passe très vite de l'émotion à l'action. Enfin, le cerveau, il switch de l'émotion à l'action pour être ensuite totalement concentré sur notre mission. Mais ce passage-là, il ne se fait pas juste comme ça, d'un claquement de doigts. Il se fait parce qu'il y a tout un travail derrière. Il y a une équipe autour de soi. Moi, on le fait, ça m'a marqué à chaque fois. On se regarde. On a tous. Faut pas penser qu'il n'y en a pas un qui a peur. Qui n'a pas peur. On a tous cette peur normale. Et au contraire, cette acceptation de cette émotion, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'être lucide et efficace. Celui qui n'a pas peur, il ne faut pas le prendre. Lors des sélections du RAID, celui qui nous fait croire, parce qu'en général, il nous le fait croire, qu'il n'a pas peur, en général, le but des sélections, c'est d'aller le pousser un peu plus loin et lui dire « Ok,
Ben, tu vois, tu as voulu jouer, tu as perdu. Parce que ce qu'on veut, c'est comment tu maîtrises ta peur. C'est pas nous faire croire que tu n'as pas peur. Ça, c'est bullshit. Il faut la dompter, ouais, la peur. C'est même pas la dompter, c'est l'accepter et convertir ça en actions lucides qui vont nous permettre d'être alors j'aime pas de bon, mais d'être un médecin très efficace dans cette situation-là. Et si t'as pas peur avant, ça marchera pas. Parce que tu auras peur pendant, et là, ça va être la cata. Tout à l'heure, tu disais que t'aimes pas la guerre. Moi, il y a un parallèle que je voulais faire, c'est est-ce que médecin du raid et médecin de guerre ou militaire, ça se ressemble un petit peu? Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois et ça n'a pas forcément été bien compris. Médecine de guerre, tu m'expliqueras. C'est, tu sais, en tout cas, les médecins qui sont sur... Non, la médecine, les Américains, pour ça, ils sont bien meilleurs dans les mots utilisés. C'est de la médecine militaire, c'est de la médecine au combat, c'est de la médecine, tu vois, médecine de guerre. J'ai dit médecin de guerre ou médecin militaire. J'ai dit les deux. Très bon. Alors, tu as été très bon. Mais médecine de guerre, alors je surréagis parce que je trouve ça tellement moche. Ouais. Tu vois, c'est contradictoire. Moi, je trouve ça affreux. Bon. Alors après, j'ai compris ta question, hein, t'inquiète, j'ai compris. Alors, est-ce qu'un médecin envoyé en opération militaire en soutien au combat et un médecin du raid font le même métier? Est-ce que ça se... Alors, il y a des similitudes, c'est sûr. Il faut être très clair. L'hémorragie, c'est une hémorragie. Qu'on soit sur un accident de moto, que ce soit sur un théâtre comme le Bataclan, ou que ce soit au fin fond de la Kapisa en Afghanistan, une hémorragie, c'est une hémorragie et elle se soigne. On a les mêmes formations, les mêmes diplômes. Après, c'est comment on va s'adapter à toutes les contraintes. Alors, les contraintes, elles sont organisationnelles, elles sont environnementales. Enfin, il y a plein de contraintes. Et donc, il faut se former en fonction de ces contraintes. Si tu veux faire du secours en montagne, en tant que médecin, eh ben, il faut te former à être envoyé dans une équipe de secouristes avec un environnement, la montagne, avec du matériel, des équipements qui te permettent d'être autonome. Voilà. Bon, bah, ça, tu le fais. Si tu le fais dans le cadre du SAMU, bah, et voilà, pareil, tu te formes. Si tu le fais dans un cadre militaire, tu dois te former. Quels sont les commandements, les grades, les autres, les machins, pour être totalement autonome et intégré. Sinon, tu passes pour un con. Et ben, au RAID, c'est exactement pareil. C'est pas parce que tu es médecin militaire que tu vas que ce sera facile si tu intègres le RAID. Il y en a qui ont présenté les sélections qu'on a retenues, d'autres pas. Donc après, il faut se former. À chaque fois, c'est des spécificités ou des spécialités, on va dire, différentes. Très très bien. Mathieu, la vie après le raid. Qu'est-ce que ta vie après le raid, après avoir quitté le raid? Alors, beaucoup de bons et quand même quelques manques. Un manque humain, ça c'est sûr. Voilà, j'ai laissé quelques très bons amis là-bas. Je suis parti peut-être malheureusement pas comme je l'espérais ou je le souhaitais. Et donc, c'est pas un deuil parce que du tout, c'est pas ça. Mais c'est une page qui s'est mal tournée. Donc, il y a de la tristesse. C'est le bon mot. Mais là, on est sur de l'humain. Après, il y a beaucoup de positifs parce que, ben, évidemment, je suis plus le même homme post tout ça, post-raid qu'avant. C'est un poids aussi. Hein, c'est pas, j'ai plus 20 ans, malheureusement. C'est vrai. Mais justement... Mais après, il y a beaucoup de bonnes choses parce que tu retrouves un peu plus de sérénité, tranquillité. Je prends je prends la vie avec beaucoup plus de légèreté qu'avant. Et puis, je suis un jeune papa. Ça, c'est un super beau cadeau. Et justement, quand tu disais aux gens quand on demandait si ta profession, si tu disais ouais, je suis médecin ou médecin du raid, quelle était leur réaction? Alors, d'abord, je le racontais pas beaucoup. Ah, ok. Je pense que les gens s'en foutent. Ça me va très bien. Et je n'ai jamais cherché à ce que les gens me regardent comme médecin du raid. Mais est-ce que lorsque tu es... C'est même, tu vois,
Enfin voilà. Après, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, hein, du tout. C'est pas, je suis très fier. Bon, mais je veux surtout pas que on m'assimile à un statut. Voilà, je suis celui que je suis. Je suis médecin. Après, ça fait. Voilà, évidemment, c'est indissociable de ce que je suis maintenant. Donc oui, ça va venir éventuellement, ça viendra dans la discussion, mais surtout pas, moi, celui qui si je lis dans le regard de l'autre qu'il s'intéresse à moi que parce que j'ai été médecin du RAID, que j'ai été au Bataclan, on va en rester là. Mais justement, je pose cette question parce que je sais que les membres du RAID, ils ne disent pas qu'ils sont RAID, ils sont policiers, on ne sait pas qui ils sont. Et je me posais la question aussi pour les médecins. Oui, mais c'est vrai, c'est pareil. Alors moi, j'étais le médecin-chef, puis après, j'avais écrit le bouquin. J'avais demandé les autorisations, mais j'avais quand même... évidemment, ça avait été un peu médiatisé. Et ça, je l'acceptais. Après, je pense qu'il faut savoir être... ce qui compte, c'est la discrétion. C'est ce qu'on vient de dire, si tu veux. Si tu parades partout en expliquant que tu es le médecin du RAID, c'est pas bon du tout. Les policiers du RAID, je pense que je connais d'autres services où on est dans la clandestinité complète. Je suis pas sûr que ce soit bon. Surtout, tu peux être une cible en plus. Non, mais au RAID, tu peux être enfin, tu veux, voilà. Être discret, c'est une très bonne chose. Bien sûr. Être dans la confidentialité totale, je te parle du noyau familial, de tout ça. Tu as besoin aussi d'évacuer, tu as besoin d'en parler, tu as besoin de dire putain, ils me font chier, ça m'énerve, je suis fatigué, ça arrive. Et ça, avec qui tu en parles, c'est aussi beaucoup dans ta sphère personnelle. Donc, et puis s'ils comprennent pas pourquoi de temps en temps t'es crevé, parce que juste ça fait une semaine que tu bosses comme un idiot, qu'en plus tu t'entraînes, que tu as à peine dormi, et que tu dois pas en plus le dire, c'est complètement débile. Parce que quand je disais cible, dans le sens où, tu vois, par exemple, si on prend les attentats de Magnanville, les victimes ont été des policiers. Si toi, tu cries partout que t'es policier du RAID, forcément, tu peux être... Mais il faut être discret. C'est ça. Il faut être discret. Faut être discret. C'est évident qu'il faut essayer d'être discret dans sa vie perso. Et justement, la vie d'après, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah mais alors maintenant, je vis... D'abord, je suis toujours médecin. Alors je reste médecin. Donc je suis toujours anesthésiste réanimateur et je travaille au fin fond de la montagne. Et je suis très bien. Et j'aime beaucoup... c'est très ressourçant. Des gens sains. Et t'es conférencier aussi. Et je fais des conférences et je travaille je partage le reste de mon temps à rencontrer des dirigeants, des managers. Avec ta société de conseil, non? Ouais, et on essaye de transmettre notre expérience, mais au-delà de notre expérience, c'est des outils et surtout des outils humains qui ont fait preuve de leur efficacité dans des périodes particulièrement difficiles ou sur des crises difficiles. On n'a pas parlé, il y a évidemment le Covid pour les médecins, on l'a quand même vécu, enfin tout le monde l'a vécu. Mais... on peut en parler. Hein. Non, mais c'est pas le sujet, mais le Covid m'a aussi beaucoup appris sur l'humain dans la crise. Et c'est tout ça que j'aime maintenant partager avec des personnes qui vivent d'autres crises, que ce soit... Il n'y a pas d'intensité de la crise. Toutes les crises qui sont vécues, on est dans un monde qui... Il y a toujours la crise à ce moment. Ouais, alors maintenant, on sait même plus ce que ça veut dire. En tout cas, on est dans un monde complexe, incertain, qui nous agresse. Et justement, l'idée de la société que j'ai créée, c'est comment renforcer nos défenses face à ces agressions et comment collectivement arriver à naviguer dans un monde qui est très complexe et très incertain, sur lequel voilà, on ne peut pas tout contrôler, mais moi, ça ne me fait pas peur. Tu l'as créé quand? En fin 2021. Ok. Ouais, juste après avoir quitté le RAID.
Ok. Et donc, ça tenait à cœur, en fait, de transmettre. Alors, j'ai toujours aimé, je pense, transmettre. Voilà, soit je le faisais uniquement dans un cadre médical, hospitalier, mais ça n'a pas été. On va dire que l'essai n'a pas été transformé. Soit je le faisais vers les jeunes, ce qui m'intéressait beaucoup, et c'est pas foutu. Soit vers l'entreprise. Mais tout n'est. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. En tout cas, transmettre, c'est important. En tout cas, franchement, c'est très intéressant, déjà, la transmission, parce que nous aussi, c'est notre triptyque. Et j'ai une question. Qu'est-ce que ton métier t'a appris, pardon, sur toi-même? De pas me prendre au sérieux. Ah bon? Ouais, là, bam. Ouais, enfin, que je pense dans la. Je vais développer, hein, parce que Oui, oui. là t'es scotché. J'ai dit ah bon? Non, mais il y a ton visage aussi. Non, mais je pense que c'est. Alors, c'est une boutade, mais c'est important. C'est que dans des métiers comme ça, où faut savoir faire sérieusement un métier très exigeant, et ben, ne pas se prendre au sérieux, ça rejoint un peu l'idée de ne pas être dans l'adrénaline, ne pas vouloir jouer au sauveur, au super-héros. Là, ça, c'est sain. C'est très sain. Et ce que j'ai appris sur moi, je pense que voilà, ça, c'est peut-être une de mes qualités. En tout cas, c'est quelque chose qui me guide. Si je sens que je me prends trop au sérieux, soit moi, soit quelqu'un, j'espère me mettre à quelques claques pour me faire revenir sur Terre. C'est important. Non, non, mais c'est au-delà de la blague, je te promets que c'est voilà, faire un métier très difficile, très exigeant, le faire très bien, mais sans se prendre plus au sérieux que nécessaire, je pense que c'est pas mal. Mm. Et quels ont été les retours par rapport à l'écriture de ton livre? Les gens qui ont lu, quels ont été les retours? Alors, ils ont été. Alors, faut savoir pourquoi je l'ai écrit d'abord. Parce que les retours, ils sont importants si tu sais déjà quel est l'objectif. Mm. Et je l'ai écrit, ma motivation au tout début, donc on est février, on est 3 mois après le Bataclan. Et je vois tellement de gens qui racontent n'importe quoi que je me dis comment les victimes, comment les policiers, je parle pas du RAID, hein, je parle d'autres services, qui n'imaginaient pas une demi-seconde se retrouver dans cet enfer, les victimes qui n'ont pas compris ce qui s'était passé, voilà. Et en tant que médecin, je me disais, le meilleur moyen euh, de se reconstruire après ça, c'est aussi que des personnes vous expliquent comment une hémorragie en cas d'attentat, et puis quand vous êtes pas, il n'y a pas qu'un blessé, il y en a des centaines, comment ça se passe, comment on doit organiser tout ça, comment on priorise ce qu'on appelle le tri, et donc comment les policiers, ils ont finalement réussi à évacuer tous les blessés avant l'assaut, ce qui n'avait jamais été fait dans le monde. Voilà, tout ça, je trouvais que c'était important de le raconter. Euh, et donc, ma motivation, elle a été pour expliquer à la fois aux victimes et aux familles, mais aussi aux policiers. Et j'ai eu pour ça j'ai pas cherché les retours, entre guillemets, mais les retours que j'ai eus, ils étaient bons dans le sens où ils correspondaient à mon objectif. C'est-à-dire qu'ils avaient compris. Alors, chacun l'a compris différemment, hein. Certains, c'était un point qui les intéressait, pas, voilà. Mais j'avais vraiment l'impression que j'avais atteint mon objectif, qui était absolument pas un objectif perso. Euh, et, et, et en ça, voilà, enfin, je suis content. Je l'écrirais peut-être différemment. Et puis la manière dont ça se passerait, ce serait évidemment pas exactement pareil, mais les retours, ils ont tous, enfin tous les retours qui ont été, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Enfin j'en ai eu un certain nombre, mais
J'ai eu beaucoup de merci, ce qui fait vraiment du bien. Mais c'est un merci que j'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour le collectif. Et puis, oui, encore une fois, j'ai l'impression que l'objectif que je m'étais fixé, il est, il est alors c'est jamais du 100%, mais j'ai l'impression qu'il était atteint. Mm, 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 mm. Tu dirais qu'en tout cas, cette expérience du raid t'a beaucoup apporté? Bah ça, oui, en tout cas, elle m'a beaucoup transformé. Les mecs m'ont transformé. Humainement, surtout? Oui, oui, bah, même en me tapant dessus. Sur ce propre figuré. Ouais, les deux. Non, non, les deux, ça, sans problème. Ok. Écoute, Mathieu, en tout cas, voilà, je remonte le livre là, Médecin du raid. Voici. Moi, je trouve que c'était intéressant, la description, comme je te le disais. On est là, on vit la chose, et le temps paraît bien long, en tout cas, de cette nuit du 13 novembre, qui n'est pas que la chose qui est évoquée dans le livre. Il y a d'autres. Mais bon, c'est le fil rouge, comme je te le disais. Donc, en tout cas, félicitations à toi. Écoute, on a une tradition ici, justement, en parlant de livres. Est-ce que tu pourrais recommander 3 livres, s'il te plaît, à lire, peu importe les thématiques? Bah, alors, alors, il y en a un, je vais le reciter, c'est l'éloge de la peur. Il en a écrit deux, c'est l'éloge de la peur et l'éloge du courage de Gérard Guerrier. Mhm. Euh, Ils font un bien fou parce que justement, ils montrent les dangers de se prendre trop au sérieux, de chercher l'adrénaline. Et donc, j'invite tous les jeunes policiers, pompiers, militaires, médecins à le lire, mais pas que. Euh, Relire Syntex, ça fait du bien. Terre des Hommes, par exemple. Mhm. Sur le courage, je pense que c'est pas mal. Et sur l'engagement collectif. Euh, et après, alors c'est une anecdote qui est liée au Rennes. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre que j'avais lu à Deauville pendant c'était le G7 ou le G8, je sais plus, où on était en protection, on était dans une panic room juste derrière. Il y avait une glace sans teint, et de l'autre côté, je voyais Obama, Poutine, Sarkozy qui discutaient. Non, mais je suis sérieux. Mhm. Et on était 5 ou 6 du raid là, et on avait chacun notre occupation. Et moi, je lisais un bouquin qui s'appelait Deux petits pas mouillés sur le sable. Et j'ai pleuré de la première à la dernière page, mais comme un bébé. Et je pleurais, donc j'étais en noir avec la cagoule à côté. Je pleurais, je pleurais. Je me disais, mais s'il se passe quelque chose, comment je. Puis même vis-à-vis de mes camarades, je dis comment je peux. Voilà, je peux à la fois montrer que je suis un médecin qui est capable d'agir et d'avoir du sang-froid et d'être. C'est écrit par qui, ce livre-là? C'est de Kerangal, elle s'appelle la femme. Voilà, c'est l'histoire de ses enfants. Ah, qu'elle a perdu. Oui, Voilà. Bon, l'accident. Ouais. non, 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 mais bon, c'est un livre qui est humainement bouleversant. Moi qui m'a bouleversé, donc ça montre qu'on est bien des humains et qu'on a une vraie sensibilité, qu'on n'est pas des robots. Voilà. Et j'aimais bien ce côté un peu montrer sa vulnérabilité, ses failles, tout en étant capable aussi de montrer qu'on était fort, en tout cas capable d'agir, y compris dans des moments difficiles. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Lis-le, Non, mais accroche-toi. là, quand tu me le dis, en fait, je vois la couverture, je suis quasiment sûr que ça, C'est j'ai pas le une nom. plage avec deux petits. C'est ça, Bon, si, c'est mais bon. accroche-toi, parce que moi je te garantis que j'ai pleuré. Je pleurais, mais Je- comme une baleine. J'avais lu la 4e de couve, justement, et je sais que Ah, mais c'est ça m'avait heurté déjà. Tu vois. j'étais jeune papa. Et je C'était- souligne le courage de cette maman d'avoir écrit et de passer dans les médias et en parler. Parce Donc que voilà, tu m'as demandé 3 livres, je t'en ai donné. c'est fou. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Ah bah, Alors. Voilà. Tiens. Est-ce que tu peux l'ouvrir et le montrer devant la caméra en lisant le titre, s'il te plaît, en espérant que tu ne l'aies pas. Yasmina Kadra, l'attentat, je ne l'ai pas. Mm, mm. J'en ai entendu parler. Est-ce que tu peux montrer la 4e ouais.
Alors, bon, ça parle d'un attentat à Tel Aviv. Tu peux lire. J'ai lu pas mal de livres, même si évidemment j'essaie d'avoir d'autres sources de lecture, mais j'en ai lu plusieurs de livres sur des attentats. Il y a La Décision là, que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Karine Thuil, qui est pas mal, qui est un avocat, c'est un magistrat et un avocat sur le parquet antiterroriste, qui est aussi très intéressant. Bon, je vais le lire avec grand plaisir. Et je te remercie. Je t'en prie. Bonne lecture. Oui, juste lève un petit peu. Voilà, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. J'ai 2 dernières questions, Mathieu. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Alors, comme un très mauvais boxeur. mais ça, malheureusement, il y en a peu qui... alors, il voulait un mec sympathique. Ouais, sympathique, drôle. Ouais, alors drôle, oui, ça. Alors là, en tout cas, mes proches, hein, après, je veux pas apparaître pour quelqu'un de drôle, mais je sais que c'est peut-être ce qui m'a... Enfin, voilà, je sais que mes proches, ils aiment ce trait de caractère. Voilà, je pense à une personne en particulier qui m'aime vraiment parce que je la fais rire. C'est important, hein, l'humour, tout ça, d'évacuer en rigolant. C'est important. C'est un bon trait de caractère, lieu d'être drôle. Hein. Ben, je suis pas drôle. Enfin, l'humour, il y a 1000 facettes hein, d'humour. Oui. Je suis pas sûr que Mohamed Ali, il était super drôle. Si, quand même. Ah ouais si, quand même. Ouais. Si Mohamed Ali était drôle, quand même. Bon, écoute, j'espère être drôle, alors. Non, mais il y a plein de manières d'être drôle. Moi, il y a des choses qui me font mourir de rire et je vois mes voisins qui rigolent pas. Ouais. Et inversement, donc... chacun sa réception, sa sensibilité. Exactement. Mais tu as raison, l'humour. Et moi, je dis souvent qu'une des qualités, quand je recherchais un médecin, mais c'était la qualité de tous les policiers du raid, c'était ce que j'appelle la règle des 4 H. Et dans les 4 H, donc, il y a un H, c'est l'humour. Et je me suis jamais autant marré humainement qu'avec les mecs du raid. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter surtout que mes enfants grandissent bien et aillent bien. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Mathieu. Eh ben, c'est déjà énorme. Docteur Langlois. Non, alors tu sais, moi, t'as pas compris. J'ai fait exprès. Je pense que t'as pas compris, mais docteur, je déteste ça. C'est un titre. Mathieu, Mathieu, Langlois éventuellement, si tu veux, et encore un peu de distance, mais et ça, le respect, ça n'a rien à voir avec les titres. Moi, je déteste les titres. Se cacher derrière des titres, je trouve que c'est finalement que t'as pas grand-chose d'autre pour imposer une forme de respect. Donc, alors refais ta phrase. Docteur, non, je rigole. Non, en tout cas, Mathieu, merci déjà d'être venu, d'avoir accepté de venir. Merci pour tes mots et les explications. Merci pour ton humour aussi, parce que j'ai quand même pas mal rigolé. Et pour l'échange, et merci pour tout en tout cas. Merci à toi, c'était un très bon moment tous les deux. Ouais, j'ai passé un très bon moment également. Et j'espère que ceux qui nous écouteront comprendront que ce moment était bon. C'est ça. J'en doute pas en tout cas. Merci à toi Mathieu. Hein. Franchement, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et Audrey, à bientôt. À bientôt. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.